Michel Geoffroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste, contributeur à la Fondation Polémia. Vous avez aussi la gentillesse de remplacer quelquefois Jean-Yves Le Gallou dans l'émission Immédiat. Il est irremplaçable, donc. Oui, mais néanmoins, vous le faites avec beaucoup de travail et beaucoup de réussite aussi. C'est ce que disent les téléspectateurs de TV Liberté. Alors, maintenant, je vais arrêter les politesses et les gentillesses pour vous dire que vous venez de publier un livre qui s'intitule « La superclasse mondiale contre les peuples », avec une préface décidément de Jean-Yves Le Gallou. Et là, vous vous attachez à démasquer ceux qui détiennent le pouvoir dans le monde moderne et vous posez les bases d'ailleurs d'une reconquête essentielle, c'est-à-dire celle de nos libertés. Vous affirmez que la SCM, la superclasse mondiale, la SCM n'est pas un fantasme. Elle existe bel et bien, dites-vous, et son représentant en France est Emmanuel Macron. Et je me suis dit, eh bien voilà, Michel Geoffroy, il va de son petit argument. Macron, c'est le candidat des riches, et vous revoilà aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes un insoumis. Oh là là, pas d'amalgame. Non, alors bon, je n'ai pas écrit qu'Emmanuel Macron était le candidat des riches. J'ai dit par contre qu'effectivement, Emmanuel Macron était l'homme de l'oligarchie. D'ailleurs, il a un profil typique de l'oligarchie, grande école, banque. C'est vraiment le prototype politique de l'oligarchie. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre? Je dirais, je ferai un peu la même remarque, la même réponse que faisait l'alpiniste Georges Mallory quand on lui demandait pourquoi vous voulez grimper sur l'Everest. Il a répondu parce que la montagne est là, parce qu'elle est là. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre la vie politique d'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Occident. Je fais un petit bémol par rapport à ce que vous avez dit. La superclasse mondiale, elle règne surtout en Occident. Elle règne beaucoup moins sur le monde, ce qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il faut être optimiste. Mais je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas expliquer ce qui se passe dans le monde occidental si on fait l'impasse sur ce pouvoir particulier qui est au-dessus des gouvernements et qui est au-dessus des pouvoirs. Alors, l'expression superclasse mondiale, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, c'est Samuel Huntington qui l'a inventé, qui l'a utilisé la première fois dans un livre qu'il a écrit en 2002, qui s'appelle « Qui sommes-nous ?» et qui explique comment, aux États-Unis, règne ce qu'il appelle cette fameuse superclasse mondiale. Je crois que d'abord, aujourd'hui, la superclasse mondiale, notamment en Occident, a imposé un nouveau système politique que j'appelle la post-démocratie, qui est un système dans lequel le peuple est appelé périodiquement à voter pour, je dirais, donner une onction démocratique au système politique, mais pour le reste, il n'a aucun pouvoir sur les évolutions de la société. Quand il y a eu le Brexit, M. Attali a fait un article dans l'Express qui s'appelait « Sanctuariser le progrès ». Il expliquait qu'il ne fallait pas que le peuple puisse changer les choses, il fallait inscrire dans la Constitution des éléments fondamentaux, c'est-à-dire en clair, empêcher que le suffrage populaire puisse changer ce qu'il appelle progrès, c'est-à-dire en fait l'idéologie dominante. Bon, donc je ne crois pas aujourd'hui que les peuples soient libres, ils sont au contraire mis en tutelle par ce système politique, cette post-démocratie. Quand M. Juncker, le président de la Commission européenne, expliquait qu'il ne peut pas y avoir, c'est sa formule, de choix démocratique contre les traités européens, ça signifie qu'on n'a pas le droit de remettre en cause les traités européens. Bon. Et donc, les valeurs européennes qui sont derrière les traités, c'est-à-dire en clair les valeurs libérales libertaires. L'indépendance des banques centrales, c'est une valeur pour l'Union européenne, je précise. Bon. Donc, nous sommes dans un système où les peuples avaient peut-être la possibilité de changer les choses, mais aujourd'hui, ça devient très dur. Les sondages montrent une très grande coupure, encore une fois, entre l'opinion majoritaire telle qu'elle est ressortie des sondages et les résultats politiques, tout simplement parce qu'il y a l'écran médiatique. Si je reviens au début de notre conversation, si Emmanuel Macron n'avait pas bénéficié d'un soutien médiatique exceptionnel, je ne suis pas certain qu'il aurait été élu. Ne cessez d'expliquer tout au long de l'ouvrage, il faut quand même un peu plus de 400 pages pour le faire, que la superclasse mondiale a mis l'Europe en servitude pour s'enrichir, mais il semble bien quand même qu'elle ne soit pas omnipotente. Oui. Vous avez mis 400 pages pour nous dire qu'elle l'était, mais à la 400e page, vous me dites « Ah ben non, elle n'est pas omnipotente. » D'ailleurs, je vous annonce quelque chose de formidable, c'est qu'elle va échouer, cette oligarchie au XXIe siècle, à contrôler, à dominer le monde. C'est quand même une bonne nouvelle. Vous eussiez pu la mettre en première page.
Non, oui et non, parce que il faut, là aussi, faut raisonner dans la continuité. Aujourd'hui, la superclasse mondiale, elle a réussi deux choses. Elle a d'abord réussi à s'enrichir. Toutes les études montrent une explosion des inégalités salariales et sociales en Occident. Deuxièmement, elle a réussi à mettre l'Europe en servitude. Oui, elle a réussi. Très bien. Maintenant, donc, à ce stade, je suis pessimiste. Je suis pessimiste. Et j'explique effectivement les différents mécanismes qui ont conduit à cette situation. Maintenant, je suis optimiste quand même si on regarde l'évolution du monde. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est tout simplement que le monde est en train d'échapper aux mondialistes. L'oligarchie, la superclasse mondiale, porte mal son nom. Elle est mondialiste, oui, mais elle règne de moins en moins sur le monde. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Nous vivons ce qu'on appelle le monde multipolaire, entre autres, mais nous vivons le retour de grandes civilisations qui sont concurrentes du modèle anglo-saxon. La prétention des anglo-saxons à imposer leur mode de vie, aujourd'hui, commence à énerver beaucoup de gens dans le monde. Nous avons le retour de l'Asie, de la Chine, nous avons le retour de la Russie, que je rappelle aussi l'ébullition du monde musulman, qui est à l'évidence un universalisme concurrent de celui des anglo-saxons. Donc, à l'échelle du monde, la superclasse mondiale est en train de perdre des parts de marché. Le petit problème, évidemment, c'est que nous sommes européens et que nous sommes sous la tutelle de la superclasse mondiale. Donc, effectivement, c'est une perspective qui est inquiétante. D'ailleurs, je pense que, on le voit bien dans l'actualité aujourd'hui, je pense que la superclasse mondiale se rend compte qu'elle perd l'empire du monde et qu'elle est prête à tout pour essayer de le conserver, y compris la violence et la guerre. Donc, il n'y a pas de contradiction. Il faut voir les choses à l'envers. J'aime bien, lorsqu'il y a eu le G20 de 2014, les médias français avaient dit le président Poutine est isolé. On l'a même présenté comme un paria. On a même dit qu'il mangeait tout seul à sa table. Et alors, on voit une photo où il serre les mains. Il y a 5 chefs d'État qui se serrent les mains. Le président russe, le président chinois, le président indien, le président du Brésil et le président de l'Afrique du Sud. Effectivement, il est isolé. Seulement, ces 5 chefs d'État représentaient la majorité de la population mondiale. Donc aujourd'hui, l'idéologie de la superclasse mondiale, elle ne séduit pas les Chinois, elle ne séduit pas les Russes, et elle ne séduit pas le monde arabe.